Bonjour. Dans la série Ma santé mentale, ma priorité, nous abordons à présent le tout premier levier à activer pour notre bien-être et notre santé mentale. Et ce levier, c'est celui de la santé physique et psychique. Nous connaissons le slogan de l'OMS qui dit « Il n'y a pas de santé sans santé mentale ». Et ce slogan a été partagé pour rappeler à tous, dirigeants comme population, décideurs politico-administratifs comme population, que la santé mentale ne pouvait pas être négligée. Elle a sa place dans la santé. Il n'y a pas de santé sans santé mentale. Eh bien, pendant que nous explorons la santé mentale en général, on se rend compte aussi que cette santé mentale ne peut pas se passer d'une bonne santé physique et psychique. On comprendra la nuance tout à l'heure. Mais ce qui est évident, c'est que si j'ai un gros problème de santé physique, mon bien-être sera quand même affecté. Ma santé mentale peut être affectée. Et on connaît même des pathologies comme des dépressions qui sont secondaires à une maladie physique. Donc, c'est clair que oui, il n'y a pas de santé sans santé mentale. Et c'est aussi vrai que la santé mentale ne peut pas se passer d'une bonne santé physique et psychique. Voilà pourquoi le tout premier levier que nous abordons pour notre bien-être et notre santé mentale, c'est celui de la santé physique et psychique. Oui, la santé avant tout. Bien, ce levier de la santé physique et psychique, elle renvoie, comme nous l'avions déjà vu, à cette énergie, l'énergie suffisante que nous avons pour répondre à nos besoins quotidiens et faire avancer les choses. Et chaque jour, quand je me lève, ce qui est à faire, je le fais. Rien ne m'empêche, rien ne m'embête, rien ne me limite dans l'accomplissement de mes tâches, ni sur le plan de la santé physique, ni sur le plan de la santé psychique. Mon corps et mon esprit sont suffisamment forts pour faire face à mes responsabilités quotidiennes. Du côté de la santé physique, qu'est-ce qu'on pourrait mettre comme indicateur? C'est par exemple l'absence de maladie ou d'infirmité. Rappelons-nous d'ailleurs quand l'OMS définit la santé, elle dit c'est un état de complet bien-être physique, mental, social, qui ne consiste pas seulement en l'absence de maladie ni d'infirmité. On est d'accord que la santé, ce n'est pas que l'absence de maladie ou d'infirmité. Ici, quand même, quand nous voulons trouver des indicateurs d'une bonne santé physique, on va commencer par l'absence de maladie ou d'infirmité. Mais effectivement, ça ne suffit pas. Il faut encore que les différents organes de mon corps, les différents systèmes de mon corps fonctionnent de façon harmonieuse, de façon normale. Et ça, c'est bon. Mais parfois, je peux paraître en bonne santé d'ailleurs. On aime utiliser l'expression en bonne santé apparente parce qu'on n'a pas fouillé en dessous en médecine. Donc, je peux paraître en bonne santé. Peut-être même que, apparemment, tout va bien. Mais il faut qu'on aille vérifier quelques indicateurs pour voir s'ils sont au vert ou s'ils sont au rouge. Et parmi ces indicateurs qui doivent être au vert pour que je parle de bonne santé physique, c'est, par exemple, ma tension artérielle. Il y a malheureusement plusieurs personnes dont on découvre l'hypertension artérielle au décours d'un AVC. C'est-à-dire, avant de faire l'AVC, la personne ne savait pas qu'elle était hypertendue. Il y a des gens dont on découvre le diabète quand ils ont fait un coma diabétique. C'est-à-dire, avant que la personne rentre en coma, on ne savait pas que son taux de glycémie n'était pas normal. Donc, il y a ces indicateurs-là qui doivent être au vert comme la glycémie, la tension artérielle, la fréquence cardiaque, l'index de masse corporelle, et on verra plus tard comment ça se calcule, mais c'est quelque chose qui démontre un peu l'équilibre entre votre poids et votre taille en général. Il y a des choses comme la tension oculaire, et vous savez, il y a une maladie très dangereuse, le glaucome, qu'on ne découvre pas tant qu'on n'a pas mesuré la tension oculaire. Et malheureusement, certaines personnes en arrivent à la phase d'une cécité avant qu'on ne rende compte qu'il y avait un glaucome derrière. On reviendra justement sur la nécessité de faire des bilans de façon périodique. Et puis, des indicateurs biologiques, je vais parler de la glycémie, mais aussi du côté du foie, du côté du rein. Il y a plein de choses pour lesquelles on fait des dosages biologiques et d'autres on fait des examens, des explorations radiologiques, des scanners aujourd'hui et tout ça pour aller voir est-ce que tout va bien. Normalement, quand je suis en bonne santé physique, tous ces indicateurs sont au vert.
Et puis on peut admettre que parfois, il peut y avoir quelques perturbations. Mais malgré les perturbations, les choses sont stabilisées, suffisamment stabilisées pour que quand je fais le point, j'ai quand même cette énergie. Donc, quelqu'un peut avoir une hypertension artérielle, un diabète, mais qui sont suffisamment stabilisés pour que quand il se lève le matin, il est en mesure d'assumer cette journée et de gérer. Là, on a les éléments, les indicateurs d'une bonne santé physique. Du côté de la santé psychique, ici, c'est une notion que je rends un peu restreinte au-delà de la santé mentale qui est assez vaste, et on parlera de bien-être psychologique et émotionnel très prochainement. Mais ici, l'idée par rapport à la santé psychique, c'est la capacité que j'ai de faire face à mes défis au quotidien. Chaque jour, je suis confronté à des stress. Je suis capable de faire face à mes stress, de les gérer. Je suis capable de gérer mes émotions et de m'épanouir malgré tout et de conserver un bien-être général sans que les éléments qui arrivent dans ma vie ne me bloquent, ne m'empêchent d'atteindre mes objectifs. Ça, c'est l'élément santé psychique comme indicateur. Eh bien, comment nous allons faire maintenant pour activer ces leviers? On va aller rapidement du côté de la bonne santé physique. 1. Nous savons qu'il faut avoir de saines habitudes alimentaires. Une bonne alimentation, une saine alimentation contribue non seulement à la santé du corps, mais c'est elle qui nourrit le cerveau. Et le cerveau, c'est l'usine de tout ce que nous pouvons gérer. L'ordinateur, c'est l'unité centrale de tout le reste. Donc, une bonne alimentation va agir sur notre cerveau. Nous connaissons aussi les slogans, si on veut, hein, moins de calories, moins de gras, moins de sel, peu ou pas de sucre, 5 portions de fruits et légumes par jour, boire assez d'eau. Mais toutes ces choses, est-ce que nous les pratiquons? Nous les savons, j'imagine que nous savons. Je vais m'appesantir un peu sur des choses comme l'index de masse corporelle. Je disais, on le calcule par exemple en prenant votre poids en kilogrammes divisé par votre taille en mètres au carré. Donc on prend le poids, je prends par exemple un poids de 70 kg. Pour quelqu'un qui fait 1m65, je fais 70 divisé par 1m65 au carré. Je fais le calcul. Le résultat que je trouve me donne son index de masse corporelle. Pour la norme, il faut que ce soit compris entre 18,5 kg par mètre carré et 25 kg par mètre carré. Au-delà de ces chiffres, au-delà de 25 kg par mètre carré, on est dans le surpoids. Quand on dépasse 30 kg par mètre carré, on est dans l'obésité. Et il y a l'obésité, plusieurs niveaux d'obésité. Et puis, en dessous de 18,5, on est peut-être dans la maigreur, ce qui n'est plus recommandé non plus. Et puis un autre indicateur, c'est le périmètre abdominal. Il suffit de prendre un mètre ruban et de mesurer le périmètre de votre abdominal en passant par là où il y a le plus grand diamètre. Pour les femmes, le périmètre abdominal doit être inférieur ou égal à 88 cm, parce que les femmes, leur obésité naturelle, c'est plutôt à partir des fesses vers le bas. Et les hommes qui font naturellement leur obésité du bassin vers le haut, on va dire le périmètre abdominal normal pour les hommes est inférieur ou égal à 102 cm. Il y a d'autres choses qu'il faut vérifier, les indicateurs comme la glycémie, le taux de cholestérol et un certain nombre de choses. Et retenons aussi ceci, que ces indicateurs soient déjà perturbés ou pas, assurez-vous de manger intentionnellement. Parce que manger intentionnellement, c'est assurer, je mange pourquoi et qu'est-ce que je mange. Est-ce que je mange, ça me nourrit vraiment, ou bien je mange parce qu'il faut manger, je mange parce qu'il faut avaler des choses. M'assurer que ce que j'envoie dans mon corps est vraiment nécessaire, en termes de quantité comme en qualité. Et au passage, retenons que les habitudes de jeûne et les jeûnes intermittents dont on parle beaucoup ces derniers temps sont de bonnes pratiques pour aider le corps à se réguler, à se reposer aussi, et ça a beaucoup d'avantages pour la santé et le bien-être. Nous avons parlé de l'alimentation, on parlera de l'activité physique régulière. Elle est tellement bénéfique, que ce soit pour la santé du cœur, du corps et de l'esprit. Ça permet la prévention de tellement de maladies sont prévenues et prises en charge aussi, c'est-à-dire des maladies, surtout les maladies cardiovasculaires, les trucs comme certains cancers peuvent être prévenus parce que vous faites du sport. Le diabète peut être prévenu parce que vous faites du sport et le diabète peut être soigné par une bonne hygiène de vie, y inclut ici l'activité sportive. On sait que l'activité sportive réduit aussi les symptômes de dépression et d'anxiété. Donc si
C'est vrai que quand on a ces pathologies, surtout la dépression, c'est pas évident de se lever, de bouger. Pourtant, en se levant et en bougeant, en faisant du sport, vous allez réduire l'impact de la maladie et peut-être réduire le nombre de médicaments que vous prendrez. Cela améliore même la réflexion, l'apprentissage. C'est tellement utile, le sport. Malheureusement, l'OMS a découvert que 25% des adultes dans le monde ne pratiquent pas l'activité sportive selon les niveaux recommandés. Et je ne sais pas si vous êtes dans ces 25%. Je suis sûr qu'il y a des milieux où le chiffre ne serait pas de 25%. Peut-être que c'est 50% qui ne font pas, peut-être même 75% à d'autres endroits. Mais de toute façon, où vous trouvez-vous? On verra tout à l'heure les noms et vous verrez où vous trouvez vraiment. Et puis, il est aussi connu que les personnes qui ont une activité physique insuffisante ont un risque de décès majoré de 20 à 30% par rapport à celles qui sont suffisamment actives. Quelqu'un dira, oui, on peut faire le sport et mourir. On peut même mourir d'un accident pendant qu'on fait le sport. Oui, mais statistiquement parlant, ceux qui font le sport selon les recommandations ont 20 à 30% plus de chances que les autres en termes de décès. Et je suppose que c'est important. Rapidement, en regardant les recommandations de l'OMS, ce que nous savons, l'OMS recommande en moyenne 30 minutes d'activité modérée, d'intensité modérée, chaque jour, 5 jours par semaine. Donc ça fait 150 minutes par semaine et on peut aller à 60 minutes par jour, donc ça fait 300 minutes par semaine. Quand on monte une activité d'intensité soutenue, ça peut être 75 minutes, donc 15 minutes active, par exemple, courir pendant 15 minutes ou marcher pendant 30 minutes ou courir pendant 30 minutes ou marcher pendant 1 heure. Et on peut combiner les deux là tout au long de la semaine. Et c'est important, ce n'est pas le sport que nous faisons seulement les samedis, ça ne suffit pas, ou le week-end, ça ne suffit pas. C'est bon de faire le week-end, c'est aussi bon d'ajouter d'autres jours de la semaine. Il est recommandé 2 fois par semaine ou plus d'avoir des activités pour renforcer les muscles. Donc tout ce qu'on peut faire pour renforcer les abdominaux, les biceps et tout ça, tout ce qu'on peut faire pour renforcer les muscles, c'est important, c'est recommandé. Et il est dit que chacun devrait faire des efforts pour dépasser ces recommandations parce que plus on en fait, plus on gagne en termes d'effets positifs pour la santé. Pendant que je vais partager avec vous mon expérience personnelle où j'ai un mois de ma vie, et ça remonte pas de longtemps, on est en 2022, où j'étais en surpoids et j'avais commencé à avoir des signes d'un diabète de type 2. Et je devais choisir entre aller voir un diabétologue ou trouver une méthode plus radicale parce que, je l'avoue, je n'avais pas envie de rentrer dans une prise médicamenteuse pour le reste de ma vie. En tout cas, je voulais essayer une solution avant. Et la solution que j'ai décidé d'appliquer avant, c'est de perdre du poids. Donc, j'ai perdu du poids. J'ai exclu totalement le sucre de mon alimentation. J'ai commencé à avoir une activité sportive très régulière, donc elle est devenue quotidienne. Avant ça, je faisais du sport, mais tu voyais, une fois en passant, 2-3 fois par semaine, c'était pas si régulier que ça. Mais j'en ai fait une action sérieuse. Désormais, je suis presque, si on veut, addict de mon sport. Je ne rate pas mon sport. Il n'y a pas de jour par la grâce de Dieu. Ça fait plus d'1 an. Là, il y a quelques jours, j'ai fait 500 jours d'affilée où j'ai atteint mes objectifs de marche. Et dans la période, j'ai perdu environ 10 kilos. Et je vous assure, je suis tranquille. Là, parfois, ça fluctue, je peux prendre 1-2 kilos, mais grâce à ma balance, je peux voir, attention, il faut corriger un peu les choses. Et Dieu voulant, ça se passe bien. Là, je suis resté loin du médicament jusque-là, et Dieu merci, je n'ai pas besoin de prendre un médicament antidiabétique. L'activité sportive, bonne alimentation. Il faut dormir suffisamment. Il faut dormir suffisamment. Et comment vous savez si vous dormez suffisamment ou pas? Quand vous vous réveillez le matin, vous êtes en forme. Vous avez dormi suffisamment. Vous n'avez pas du mal à quitter le lit. Vous ne somnolez pas dans la journée. Vous n'avez pas des maux de tête que vous ne comprenez pas. Vous n'êtes pas fatigué dans la journée. Oui, peut-être que ça, c'est des indicateurs que vous dormez bien. Sinon, regardez votre temps de sommeil. Est-ce que vous atteignez les 6 heures, 7 heures, 8 heures en moyenne de sommeil par 24 heures? Sinon, faites l'effort dans ce sens. C'est très important pour la santé et le bien-être. Et vous êtes d'accord avec moi qu'il faut pouvoir faire des bilans de façon périodique. Il y a beaucoup de tueurs silencieux. Il y a beaucoup de pathologies. On ne ressent rien jusqu'à ce que ça devienne compliqué. Vous savez, par exemple, quand on parle des tumeurs du sein, des cancers du sein, au moment où vous commencez par palper, vous voyez quelque chose, c'est déjà un peu trop avancé. Il y a peut-être déjà des métastases loin. Donc,
une des formules, des disciplines que nous devons tous adopter, c'est d'apprendre à faire des dépistages. Quand il n'y a encore rien, on va à l'hôpital, docteur, vérifier. Une fois par an ou tous les 2 ans, il y a quand même un tas de choses que nous pouvons faire pour nous assurer que il n'y a rien qui se cache ou bien il n'y a rien qui évolue à bas bruit. Les questions des dépistages.